Alors, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, confrontés dès mon enfance à toute forme de culture et d'art, parce que j'ai vécu presque essentiellement en Afrique et en Asie, du fait de la profession de mon père. J'ai ressenti très tôt une attirance pour les arts et compris qu'ils influenceraient durablement mon parcours de vie. Mais c'est aux États-Unis, dans les années 80, que mon pressentiment s'est concrétisé et que j'ai consacré de nombreuses années à l'étude du génie de William Blake, tout en poursuivant ma formation et mon perfectionnement dans différents domaines de l'art. De retour en France en 2010, tout en approfondissant mes recherches, j'ai impulsé en 2013 la création de l'association William Blake, de connaître et apprécier son œuvre, de promouvoir la culture et les arts sur toutes ses formes et tous les moyens, et notamment les expositions, des conférences, des publications, sans que cette liste soit limitative. Ainsi, en 2014, dans les caves du château, l'exposition intitulée « Une œuvre secrète » a permis à plus de 5500 visiteurs de découvrir l'œuvre finale, impression gravée, de l'opéra du Gueux, Beggar's Opera de William Blake. Depuis, j'ai poursuivi sans relâche l'exploitation du manuscrit qui était renfermé dans le tiroir secret. Il m'est apparu, néanmoins évident, qu'une étape devait être franchie et qu'il convenait de faire converger tous les savoirs déjà acquis et les études en cours pour aller vers la connaissance universelle d'un créateur visionnaire, d'un artiste érudit, auteur d'une œuvre et d'une grande complexité. Alors William Blake, vous le connaissez tous, est un artiste, poète, graveur, qui est né en 1757, visionnaire, graveur, peintre, poète, que vous connaissez tous, puisqu'apparemment ça va me permettre de gagner un petit peu de temps sur sa brève biographie. Et nous allons rentrer dans le sujet le plus vif, c'est sur cette œuvre que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle l'Opéra Beggar. Quelques historiens, et nombreux historiens, se sont demandé pourquoi Blake avait passé autant d'années sur cette œuvre. C'était resté un mystère. Avec certains collègues et chercheurs et historiens, nous ne connaissons pas une œuvre qui est encadrée avec un tiroir secret qui se révèle sur l'arrière du tableau. Le sujet est l'Opéra Beggar. Donc ce qui me paraît important, c'est de vous parler tout de suite de l'importance au niveau de l'Angleterre, de l'histoire de l'opéra et l'influence dans le monde, puisque c'est l'opéra par excellence qui a, depuis sa création, la plus grosse importance dans l'histoire anglaise. Ok. Je vais donc passer la parole à Béatrice Aspar qui va vous faire une petite présentation brève de l'Opéra Beggar. Cet opéra, il faut le situer dans un contexte politique très précis. Le règne de Robert Walpole, qui a régné 20 ans en tant que quasiment le Premier ministre. La première fonction de Premier ministre, c'est lui qui l'a occupé. Et il était white, il y avait donc des artistes comme Jonathan Swift, Alexander Pope, des écrivains, des poètes très engagés, John Gray qui a écrit le livret, et qui se réunissaient. Ils étaient donc une bande d'amis. On imagine très bien comment c'est venu, on discute, on échange, on s'échange des courriers. Ils sont arrivés sur l'idée de, et pourquoi pas, en réaction à l'opéra italien, à l'opéra seria, pourquoi pas lancer un opéra que John Gray écrirait et qui serait sur les bas-fonds, sur ce qui se passe dans les bas-fonds, dont les héros seraient des canailles, des prostituées, un peu n'importe qui, ce qui ne se faisait vraiment pas. Donc ils sont partis sur cette idée-là, et ils faisaient partie d'un cercle qui s'appelait le Scribelius, je pense, attendez, oui, Scribelius Club, ce qui veut dire Gribouilleur Club, un truc comme ça. Et ce club-là, ils avaient fabriqué un auteur fictif qui signait, enfin chaque des membres écrivait ce qu'il voulait, et signait du nom de Scribelius. Et donc on s'imagine ce contexte un peu frondeur, un peu partisan, anti-Walpole, anti-corruption, qui s'est mis en place et qui a présidé vraiment à l'écriture de cet opéra. Et ça a été un énorme succès. Pourquoi un énorme succès? Parce que, bien pour une fois, sur la scène, on s'est toujours moqué des dirigeants, des maîtres, etc. Mais là, c'était
c'est un peu plus circonstancié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bande de malfrats qui est un peu tenue en laisse par un juge corrompu, qui récupère de l'argent auprès des voleurs, des prostituées, et qui apprend soudainement que sa fille chérie est mariée avec, secrètement avec le pire d'entre eux, ou en tout cas le plus séduisant, bien sûr, et qui veut, pour se réapproprier la fortune du malandrin, et que sa fille soit une riche veuve, qui veut le faire assassiner. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est la moralité totale de l'histoire, qui est, il y a des malandrins, il y a des voleurs, tout le monde se vaut, tout le monde est parfaitement irrespectable, irrespectueux, traître, assassin, enfin tout ce qu'on veut. Tout est remis à son simple truc qui est la nature humaine, c'est quand même assez extraordinairement difficile. Les riches et les pauvres sont d'une amoralité toute la même. La corruption touche absolument tous les milieux. Voilà. Excusez-moi pour ce truc très très vivant, je ne pensais pas commencer, je pensais juste écouter avant. Donc, si vous avez des questions, j'ai plein de réponses ici, mais voilà ce que j'ai retenu. On peut les garder pour après. Oui. Merci beaucoup, Béatrice. Oui, effectivement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, l'opéra Bégard est vraiment l'opéra par excellence le plus fameux de l'histoire anglaise et qui en demeure dans multiples versions dans le monde entier. Elle a été jouée il n'y a pas très longtemps à Paris également, et on le retrouve vraiment partout. L'opéra du Gueux, The Three Penny Opera, l'opéra des 4 sous, toutes ces versions-là sont de l'opéra Bégard. Alors je souhaiterais maintenant passer la parole à Jason Whittaker, qui est juste là, qui va nous parler de William Blake dans le monde. So Blake is actually opposed to the notion of universality as we'd normally understand it. For Blake, universality is an abstraction. It doesn't mean anything. So if we stick with the notion of nationalism, national identity for the moment, Blake argues that we can't escape this, you know, and I use the term, I could talk about this for a very long time, but I use the term fairly broadly to mean a person's locale, the place where they find themselves. A person, for Blake, cannot escape this. So rather than trying to demonstrate that they are a citizen of the world, as Thomas Paine, for example, would argue, Blake would say, no, we are actually shaped by the world, by the environment, by the location in which we find ourselves. However, so is everybody else. You know, I, as an Englishman, the people gathered here today, you know, as French citizens or from elsewhere, from Quebec, from Canada, somebody from Japan, somebody from Senegal, they will be shaped by these particular perceptions of the world around them. Nationalism, as we tend to understand it, goes, actually, my perception of the world is the only one. That is the narrowing down. What Blake wanted to do was kind of, by understanding that I am a minute particular, I am one part of this universe, so that immediately takes me to this conception, this visualization, this understanding of a general universal world. How Blake demonstrates this poetically is he talks about the giant Albion. The giant Albion, who's been an incredibly important figure to me in my work, is both Britain, he is both an actual individual, he is also, in some writings, the eternal world. But that's also because there's a giant France, there's a giant Germany, there's a giant United States of America, that actually the people who comprise the nation can expand or also then contract down to the individual. Well, thank you. So I have a question, Jason. Sincerely, Jason, I find a younger crowd today who is more and more close to Blake and want to learn about Blake. And it's very interesting because I have many young students who go now to Grenoble, where they can get a PhD in William Blake, or Bordeaux, or Sorbonne, okay? So it's interesting what you said before, because about the nationalism and the identity of people, they feel like that today with the open world is what I think people need, and the young crowd particularly need an identity, and I wonder if they don't find that a way by knowing and studying Blake and reading his poetry and his work and his painting, feeling more that way
And it's interesting to notice that, like they're against today politics and religion, and they prefer, as a French young people, the way of the philosophy and the approach of life of William Blake. How interesting it is. It is really interesting how I think people are responding to what are nuances in Blake's writings and his approach to life. Yeah. If I could pick up one thing and this is my interpretation of Blake. This is not what Blake says. This is how I read him. I think sometimes it's better to think of Blake as a writer and an artist who is always interested in the local, in the human soul, how it is formed in a particular place. And what Blake is concerned is actually to come back to a sense of the self. In my case, I would even say, Jason Whitaker, not simply in England, but at the moment sitting in my home in Lincolnshire on the east coast, the northeast of England, in a particular spot, a particular place. And whether I want it or not, I'm shaped by this place I live in. I actually like it very much where I live. So this shapes me, it forms me, but then I can see myself, as belonging to a university, to other people. I can then see myself belonging to a country, problematic as that often is. I can see myself belonging to a region in Europe. I can see myself then belonging to the world. If I want to get really kind of, and this is where Blake really takes off, I can see myself belonging to a universe, to a heaven, to cosmologies beyond what we see here. But there is always this one man who can expand his perceptions and then retract them, bring them back in. And I think that's what's different about Blake and usually what we talk about with, for example, national identity. Blake sees it, the imagination can expand and contract. It's never fixed. And I think that's what a lot of people respond to. You do not have to be the same person. It's like, was it Heraclitus who said, you never step into the same river twice. The world is always in flow. It's always in this kind of flux. Wow. Well, thank you so much, Deschamps. Thank you. So, bravo, merci. Nous allons commencer maintenant à découvrir l'œuvre de William Blake. Alors, 3 éléments importants dans cette œuvre. Nous avons la gravure, l'encadrement de bois et le tiroir secret. Alors, la gravure seule, c'est une gravure de technique mixte. On va rentrer dans les détails tout de suite après. Alors, c'est un grand format et elle est d'ailleurs un des plus grandes œuvres en taille réalisées dans la carrière de William Blake, ce qui n'est pas rien. Le temps passé pour l'exécution de cette œuvre s'inscrit dans une période la plus féconde de l'artiste et ses premiers travaux sortent en 1788 et des épreuves en 1790 et 1795. L'encadrement de bois, il est sculpté et doré, imaginé et construit par William Blake lui-même. Il fait office de boîte et d'encadrement. Il dissimule un tiroir secret et il est intéressant de souligner que le bois choisi, le cèdre, est le même que celui mentionné dans l'Ancien Testament pour la construction du temple de Salomon. La composition du tableau fait appel au nombre de 3, un des nombres sacrés ou bibliques que nous retrouverons tout au long de la réalisation de l'œuvre. Ce qui est important maintenant, c'est de commencer par la gravure. Donc pour cela, je vais faire appel à ma collègue Bill Power. Cette gravure s'inscrit dans la grande tradition des estampes du XVIIIe siècle. C'est une gravure sur cuivre en taille douce. Ici, une eau forte. La planche est soigneusement décapée, la planche de cuivre, est soigneusement décapée, chanfreinée et lavée au blanc d'Espagne. Elle est recouverte d'un vernis à la fois souple et résistant, à base principalement de bitume et de poids. Maintenant, l'art de William Blake, c'est autre chose. Il était mathématicien, géomètre. Il montre ici une exceptionnelle maîtrise de l'eau forte à laquelle il donne un velouté remarquable.
Dans cette grande œuvre en noir et blanc, le trait et la hachure, le contour et le fondu se composent selon des procédures inépuisables. William Blake utilise sur la même planche toutes les ressources de la taille douce, les pointes d'acier, les burins pour des tailles de différentes grosseurs, qui peuvent être en croisés carrés, en losanges larges, des motifs sont d'une invention infinie. Les courbes et les ondulations révèlent dans les visages et les coiffures un modelé d'une précision extrême. On remarque aussi dans le maquillage des personnages, les joues, les coiffures de dentelle, les décolletés, des touches blanches de kaolin. Rajout discret qui amplifie les contrastes et qui rend ce tirage unique puisque légèrement retouché. Son étude de l'espace en volume va révéler une connaissance visionnaire de la 3D. Et pour finir, une fois son grand œuvre accompli, la plaque de cuivre gravée sera vendue. Les estampes alors tirées dans un autre atelier redeviendront pour les acheteurs une œuvre de William Blake représentant le tableau de Hogarth. Car William Blake est animé d'une autre intention. Sa gravure n'est pas de reproduction, elle est un des éléments du mystère de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un œil non averti peut tout à fait s'arrêter et ne pas voir là qu'une simple reproduction du tableau d'Hogarth et ne retenir que l'anecdote, sans réaliser tous les changements que l'œuvre apporte. Lignes, dessins artistiques que Blake apporte en plus dans son œuvre finale. Que ça soit le British Museum, les plus grosses institutions, les professeurs et les chercheurs des 4 coins du monde ont examiné mon travail absolument époustouflé du travail de Blake, et effectivement l'image est bien différente et cache d'autres sciences que nous allons aborder après celle-ci. Écoutez, je suis enchanté et je suis très honoré d'être avec vous ici aujourd'hui. Moi, je fais de la photographie et des images en stéréoscopie depuis environ 40 ans, un petit peu plus que 40 ans. Évidemment, pour le terme 3D que tout le monde emploie en ce moment est utilisé à beaucoup de choses. J'ai un petit peu de retenue vis-à-vis de ça parce que, dans un sens, vouloir faire une conversion d'une œuvre d'art qui existe en elle-même en 2 dimensions, dans ma tête, c'est un petit peu aussi la dégrader, c'est-à-dire la modifier. C'est pour ça que lorsque André Furlan m'a contacté pour faire une conversion de 2D à 3D de l'œuvre de William Blake, j'ai hésité longtemps, je n'étais pas certain. Je vais aller rapidement. La technique consiste à découper les objets. Et une fois qu'ils sont découpés, on double l'image et on déplace un peu les objets, on les manipule pour leur donner un relief et on les situe dans l'espace. J'avais beaucoup d'inquiétudes à propos de la gravure parce que cette gravure-là représente d'abord une gravure faite des décennies après à partir d'une toile qui elle-même représentait une scène de théâtre où il y avait des éléments de théâtre, mais aussi où il y avait des éléments de décor en trompe-l'œil, qui, ça, peut aussi être un peu porté à confusion et être difficile à placer, en tout cas. Mais André m'a convaincu, finalement je l'ai fait, et 50 heures de travail à peu près, un peu plus, et je ne sais pas si ceux qui sont familiers avec Photoshop, mais j'avais à peu près au-delà de 120 calques dans mon logiciel pour travailler cette image-là. Pour moi, en tout cas, ça a été une surprise totale parce que j'avais fait, comme André l'a dit, j'avais fait une conversion 3D de la Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, pour une autre exposition qui s'appelait Le Réellement, parce que c'était comme pour montrer les étapes de compréhension d'une œuvre. Et même là, même Léonard de Vinci n'avait pas eu la précision que j'ai retrouvée chez Blake. Qu'est-ce que le nombre d'or? Je pense qu'avant toute chose, je vais laisser la parole à monsieur Jean Bruas, qui est un mathématicien. Donc je vous le représente, mathématicien, qui donne des conférences internationales, des grosses séries télévisées et de films sur les mathématiques. Donc oui, c'est vrai. Monsieur Jean Bruas, c'est à vous. Eh bien, d'abord,
Merci pour l'invitation. Merci. Qu'est-ce que le nombre d'or? Puisque c'est un sujet que l'on retrouve très très souvent. Alors très simplement, le nombre d'or résulte d'une proportion entre deux dimensions. J'ai par exemple ici un rectangle. Eh bien, si on mesure la longueur et la largeur, on divise les deux. Ce rectangle a une proportion qui est exactement celle du nombre d'or. Et ce nombre, qui est assez fameux, son approximation est de 1,618 et plein de poussière, puisque c'est un nombre irrationnel, donc il ne se termine pas. Mais on va se contenter de 1,60 ou 1,62, ça suffira. Donc, il faut savoir que ce nombre n'a pas toujours été appelé nombre d'or. L'appellation nombre d'or n'a qu'un siècle, en fait. C'est le prince Mattila Glica qui a mis en avant cette proportion et qui l'a intitulé nombre d'or, à la suite de travaux qui avaient été faits en Allemagne avant lui. Mais donc, du temps de William Blake, on ne parlait pas de nombre d'or. On parlait éventuellement de divine proportion. Et ça, c'est assez intéressant de se dire quel rapport entre le divin et la mathématique. Eh bien, on a constaté, je vous présente une étoile de mer. Si vous mesurez la distance entre deux pointes éloignées, vous la divisez par la distance entre deux pointes rapprochées, on retrouvera ce fameux nombre d'or, parce que l'étoile de mer s'inscrit dans un pentagone régulier, et que chaque pentagone régulier contient en lui-même le nombre d'or. C'est aussi incontournable que le nombre pi dans un cercle. Donc, ce nombre d'or, effectivement, on le retrouve dans la nature à maintes occasions. Donc, effectivement, ici, Blake est très conscient des mathématiques et du résultat, puisqu'il les utilise pas que dans une œuvre, mais dans les trois œuvres que comprend l'œuvre. C'est-à-dire, on va retrouver ces proportions dans l'encadrement, dans le manuscrit et dans la gravure. C'est quand même important. Et on va même avoir des rapports de nombre d'or entre les éléments eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Ceci dit, je vais laisser la parole à Philippe Bonneux, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, je suis désolé. Il était très difficile à l'œil nu de voir quelle essence de bois c'était, puisque tout est recouvert. Vous avez vu qu'en façade, vous avez de la feuille d'or, et c'est avéré que c'était un résineux. Mais quel résineux? Parce que les conifères, vous en avez beaucoup d'espèces. Et André pensait logiquement que ce serait du cèdre, parce que le cèdre, c'est le bois sacré, le bois des sarcophages, des pharaons. La résine du cèdre était utilisée aussi pour l'embaumement. À un moment donné, une attaque qui s'est faite très certainement autour de l'arbre. Donc on peut penser que c'est un incendie. Je peux intervenir? Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Je veux juste intervenir. Coïncidemment, 1666, le grand feu de Londres et la peste. Donc on peut penser effectivement que ce cèdre était dans la banlieue de Londres, a subi la forte chaleur de cet incendie, et il faudrait faire une dendrochronologie. Alors la dendrochronologie, c'est la datation par les cernes. Alors là c'est le plus intéressant, c'est ce qui m'a permis de confirmer que c'était bien un cèdre. C'est que vous voyez, on voit les petites ponctuations dont je vous parlais, mais si vous regardez bien, au lieu d'être rondes, elles sont festonnées. Elles sont pas le torus qui est l'intérieur, la partie noire, qui marche comme une valve, est festonnée. Et ça c'est typique du cèdre. Il n'y a que les cèdres qui ont ça. Et là on a une confirmation de cèdre, là on a encore en cristal. Voilà, je crois qu'on a terminé pour la... Il faut arrêter. Enfin voilà, je pense que je vous ai mis le pied à l'étrier. Maintenant c'est une quête, parce que les mathématiques, ou la mathématique divine bien sûr, est infinie. Et cette quête, c'est
en réfléchissant, pénétrant dans notre cerveau, on apprend à se connaître, à voir nos limites, en faisant de l'art en maîtrise, on met en application ce que l'on a pensé, et je pense que le chemin est là-dedans. Voilà, je vous remercie, je vais laisser la parole. Merci. Il y aurait beaucoup à dire sur l'encadrement. Je voudrais passer maintenant, parce que ça commence à faire un peu long, sur le manuscrit. On est obligé de terminer. Donc le manuscrit qui est ici se compose de 3 parties. C'est un manuscrit qui s'appelle une clé, qui en anglais, en français, clé. Et en fait, cette clé est munie d'une clé. Donc la clé de la clé, c'est... Alors, on ne la voit pas là-bas parce qu'elle est enfermée dans le moulage des doigts d'André. Elle a, alors je ne sais pas si vous la voyez. On l'a en écran si tu veux, mais je peux vous en faire passer des copies. Voilà. Elle a une forme bien particulière. Alors vous voyez, tenez. Voilà. Les tirages, donc ça sera plus simple pour moi. Il s'agit d'une double clé avec 2 points de fermeture, ce qui est déjà assez rare, et elle représente à elle seule un ensemble, c'est-à-dire qu'elle fait à la fois office de clé et de serrure. C'est un verrou, pour être plus près du terme quincaillier, on va dire. C'est tout petit. Là-dedans, on a déjà un recueil énorme des techniques qui émergeaient à l'époque et qui vraiment commençaient à être codifiées. La fabrication, elle a été faite, alors le terme que je vais employer va peut-être vous faire sursauter, par un amateur. Mais dans la manière dont je l'écris, il y a un A majuscule. L'amateur, c'est celui qui aime. Ça n'a rien à voir avec celui qui, en dilettante, va... Non, au contraire, on est face à quelqu'un qui a cherché une connaissance, qui l'a approfondie et qui l'a mise en application. Voilà ce qu'est pour moi le mot amateur. William Blake, quand il a fabriqué cette clé, il a voulu aussi la charger d'un symbole. Vous voyez les 2 petites cornes qui sont là, ainsi que l'anse. On retrouve, on est dans un désir de transmission à la postérité lointaine. Voilà, j'en ai terminé de mon propos à propos de cette clé de clé. Et je peux dire une chose, c'est que je me suis vraiment passionné pour ce tout petit objet, sans parler bien sûr de l'ensemble de l'œuvre. Merci beaucoup. Merci. Blake avait une grosse passion à la musique, d'ailleurs. Je montre ça. D'ailleurs, c'est écrit, et ses contemporains et compositeurs, et même de grands compositeurs de l'époque, quand Blake chantait, prenait des notes tellement qu'il était doué, il avait une oreille musicale. Si Blake avait écrit de la musique, il aurait été peut-être aujourd'hui un des plus grands compositeurs. On n'a pas de manuscrits musicaux. Et bien ici, on en a un. Non simplement on a un manuscrit musical, il est codé de symboles musicaux. Et c'est donc la première fois qu'on aura aussi donc, la découverte d'un manuscrit musical de Blake, reconnu un grand génie dans la musique et qui n'a laissé aucune trace apparue ici pour l'instant. Espérons qu'on en trouve d'autres, parce que pour l'instant c'est la seule qu'on connaît, mais il faut toujours garder espoir que peut-être apparaîtra d'autres œuvres, comme Da Vinci récemment, comme ceci, et de ne pas fermer les portes, parce que c'est toujours dangereux, surtout en études et en recherche de l'art et en histoire de l'art. Je pense que Bruno partage cette idée aussi. Donc la seule que nous connaissons aujourd'hui est d'un travail assez énorme, et bien elle est là. Du coup, en étudiant l'œuvre de Blake, j'ai pu constater qu'il y avait une analogie entre son œuvre The Beggar's Opera et le 7e art. On peut constater que le cinéma utilise plusieurs disciplines artistiques
Comme Blake le fait d'ailleurs, le cinéma utilise le fait d'écrire un scénario, l'art de la scène, la musique et les arts visuels, donc 4 des 7 arts. Et alors que Blake les utilise tous dans l'œuvre Beggars Opera, juste ici. Aussi, le cinéma est un art très codifié et utilisant de nombreuses symboliques. Blake ne fait que ça dans toute son œuvre générale. La musique est aussi très importante dans le cinéma. D'ailleurs, on dit audiovisuel. Le son vient avant le visuel. Et d'ailleurs, le cinéma muet n'a jamais vraiment existé parce que tous les films muets étaient accompagnés avec un piano, avec un joueur de piano qui faisait des mélodies pour encenser le spectateur et mettre une ambiance sur ce qui se passait à l'écran. Comme Blake le fait là, du coup, dans son manuscrit en mettant en mélodie son poème qui décrit ce qui se passe sur la scène. Et le cinéma utilise aussi des jeux de couleurs, des jeux de lumière et plein de choses que Blake aussi utilise du coup dans son œuvre The Beggars Opera et dans toute son œuvre générale aussi. Donc quelques mots sur la partie numérique et numérisation. Donc on peut rapprocher une œuvre comme celle-ci qui est complète, donc tout est abordé dessus, donc de sa construction architecturale. Donc sur tout ce qui est ligne de fuite, on reprend vraiment la construction type de la 3 dimensions. Et après sur la partie mathématique où on retrouve le fameux nombre divin pour la construction des bâtiments anciens. Donc sur un tableau tel qu'il est ici, André a très bien fait ressortir la 3D, la mise en perspective des personnages, qui est vraiment époustouflante lorsqu'on va zoomer dessus. Et on peut voir toute l'œuvre et l'art de William Blake. En fait, ce que je trouvais tout à fait passionnant dans ma posture d'analyse des scénaristiques, en fait, c'est que nous avons absolument tous les éléments qui permettraient de faire un film tout à fait extraordinaire. L'élément majeur est la quête, évidemment, du personnage principal qui, en dehors de l'œuvre, nous avons l'œuvre en personnage central, mais nous avons surtout celui qui est le plus important en ce moment et qui nous réunit aujourd'hui, qui est André Furlan, parce que c'est lui qui a mis autant de temps, tout son travail, toute sa réflexion au service d'une quête et de façon à poser une certitude par rapport à une œuvre. Ce travail-là se fait dans la solitude, dans beaucoup de renoncement, et avec aussi évidemment brio et talent. Et il me semble que nous avons là réuni tous les ingrédients de l'écriture cinématographique qui consiste à être dans la mise en abîme, et que ce serait vraiment magnifique de faire un très très beau film avec une donne en plus internationale par rapport à cette œuvre-là et à celui qui l'a découverte, parce que c'est vraiment pas rien. No, it's an interesting conference. The details about the 3D and the key and the opera is really interesting. So maybe we will look further into that. Thank you. As a translator here for the William Blake Conference, I was particularly touched by what Jason Whittaker had to say. I think, however, his conversation needs to be separately registered or even recorded, because what he has to say about being local and having expansions that can also be part of other local and expansions based on environment is very important today. As we get rid of this globalization of citizenry and global citizenship, I think William Blake is correct when he says that our expansion is possible only as much as we can be local in our full dimensions of our locality. We are determined by where we are and how we live. And the more we do that as humans, the better we are able to expand in our diversity and be in harmony. I do hope you have Jason Whittaker discuss this in another conference where it can be understood better, and we will not think of nationalism as something negative as we think so now, but as something positive for human internal spiritual growth
that helps us to become full human beings of incredible potential and capacity. On a reçu l'association William Blake, d'abord parce qu'André Furlan est un ami, on lui a déjà rendu service, et il nous a passionnés en nous racontant l'histoire de William Blake, pas aussi bien qu'aujourd'hui évidemment, donc on a découvert énormément de choses, mais c'est vraiment passionnant et on aimerait bien revoir beaucoup de choses parce qu'on les a perdues au fur et à mesure. Alors, les vignerons de Buzet aiment les associations locales, aiment les gens qui sont passionnés. Et donc ça fait plaisir qu'on soutienne l'association William Blake et André bien entendu pour la passion qu'il amène et l'histoire de l'art qu'il connaît parfaitement. Et bien voilà, donc moi je viens de participer à la conférence donc sur l'œuvre de William Blake, donc c'était extrêmement intéressant. Donc moi j'ai appris personnellement énormément de choses sur William Blake et sur son œuvre. J'ai vu que c'était extrêmement poussé, extrêmement sophistiqué. Après, en tant que directeur de l'office de tourisme, moi ce qui me ravit, c'est de voir qu'il puisse y avoir des événements comme ça de très importants, on va dire culturellement et artistiquement, qui puissent se passer dans un territoire rural comme le nôtre. C'est vrai que souvent on n'associe pas le territoire rural nécessairement à la culture. Donc là, le fait de pouvoir le faire ici au Château Laït, qui est un des monuments intéressants aussi de notre territoire. On a énormément de châteaux sur notre territoire. Ben c'est bien, c'est ça qui fait vivre le territoire. C'est une façon aussi de peut-être de faire venir plus tard ou d'intéresser aussi des gens à notre territoire. En tout cas, voilà, je suis ravi de voir qu'il y a une vraie vie culturelle qui se développe autour de l'association William Blake. Ça fait des années, on n'est pas surpris d'une certaine manière parce qu'on a eu déjà plusieurs expériences de conférences et d'expositions de grande qualité qui ont fait venir du monde. Cette fois-ci, c'est une conférence. Ben j'espère évidemment très fortement que ça incitera les gens non seulement à découvrir William Blake, mais aussi à découvrir notre territoire, l'Albret, en Lot-et-Garonne. Juste quelques mots. D'une part, pour signifier que j'étais très heureux de participer à cette journée, parce que les interventions étaient très multiples et c'était des interventions très illustrées. Alors je dirais que André est habité par une volonté de travail et d'un investissement particulier, un investissement énorme. Et je pense très sincèrement que il a la passion, il a véritablement la passion et on peut modestement pour lui, sans vouloir être dithyrambique dans les propos que l'on pourrait tenir au bénéfice d'André, dire que c'est véritablement un serviteur et un prophète de Blake. Et c'est en cela que la journée, à mes yeux, était très intéressante. Donc je remercie encore André pour son invitation, puisqu'effectivement le tableau, ce mystère du tableau de William Blake, j'en ai un petit peu plus cerné ses contours et ce côté fascinant concernant la perspective que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas. Et aussi ce côté fascinant du secret avec le tiroir et cette fameuse serrure et cette clé magnifique qui nous a été donc expliquée par un intervenant. Et là, je trouve que c'est magique et je m'intéresserai d'autant plus à l'œuvre de William Blake à partir d'aujourd'hui parce que là, je ne pensais pas qu'il avait un tel génie et un tel savoir. We really enjoyed the conference today. The artwork is very amazing and intricate, and it speaks loudly about Blake's commitment to his worldview. So it was quite an amazing event. The amount of detail and the different disciplines that he can bring together, from printing to woodworking it was fascinating.